Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition de Bourse Live, les rencontres, l'e-salon de la bourse dédié aux particuliers. 3 jours de conférences, d'échanges avec nos partenaires et avec des stands interactifs à visiter, des équipes à rencontrer, des équipes qui sont là pour vous répondre, plein de documents utiles à télécharger, vous allez voir, et puis même un petit jeu, un jeu qui va vous permettre de gagner des places pour les Jeux Olympiques, une troisième édition, donc je le disais, qui est cette année placée sous la thématique des jeunes investisseurs dont on nous dit qu'ils font leur entrée sur les marchés depuis 2-3 ans. Et bien justement, vous allez voir comme tout ça est bien fait puisque notre premier sujet sera comment se lancer en bourse en 2023. Tout un programme et j'ai le plaisir d'ouvrir ces rencontres avec Roland Prévost, responsable de l'investissement individuel sur actions chez Euronext. Bonjour Roland. Bonjour Laurent. Alors, on en a beaucoup parlé ces dernières années de ces nouveaux actionnaires. Ceux arrivés en 2020, au moment du Covid d'ailleurs. Mais qu'en est-il des prochains nouveaux investisseurs? Ceux qui sont là, qui nous regardent peut-être aujourd'hui et se disent tiens, pourquoi pas rentrer en bourse cette année. Mais comment faire? Est-ce que vous avez des conseils pour eux? Alors, c'est un très très bon point parce qu'on parle souvent des nouveaux actionnaires. Oui. Mais généralement, on a tendance à parler des actionnaires qui sont arrivés pendant le confinement, c'est-à-dire en 2020. Qui sont plus 6 nouveaux. Et oui, ça fait déjà 3 ans. Et oui. voire même, on va parler des actionnaires qui sont arrivés lors de l'IPO d'FDJ. Donc ça remonte à fin 2019. Et malheureusement, on pense un petit peu moins au fait que actuellement, on a des gens qui souhaitent rentrer en bourse, Bien sûr, qui n'ont jamais traité en bourse, qui cherchent à ouvrir un compte. Et en l'occurrence, ils viennent dans des conditions de marché qui sont totalement différentes, où on va avoir un marché beaucoup plus calme, beaucoup moins de volatilité. On pourrait même dire un marché plutôt haussier en règle générale, mais ça n'empêche pas qu'il faut tout de même rester vigilant. marché qui est haut aussi, il faut le dire Roland. Tout à fait, un marché qui est haut, donc potentiellement le risque de marché, il n'est pas totalement absent. Quoi qu'il en soit, on a vu que ces dernières années, il y avait beaucoup d'attrait pour la bourse de la part des investisseurs particuliers, donc il y a eu de nouvelles offres. Et comme on dit souvent, quand il y a beaucoup d'innovation, à chaque dernière innovation, il y a toujours un nouveau risque. Donc j'ai envie de dire, le nouveau challenge pour un nouvel investisseur, c'est un peu repérer les différents pièges qui peuvent se placer derrière ces nouvelles offres de trading. Alors justement, première étape finalement, c'est ouvrir un compte. À quoi il faut faire attention quand on ouvre un compte? Je pense que la priorité, du moins la première étape, c'est savoir sélectionner son courtier. Ce qui n'est pas facile. Il faut savoir bien se renseigner sur chacun d'entre eux, sur différents aspects. Et surtout ne pas se dire bon, c'est pas grave, je pars sur le premier que je trouve et puis finalement, et on changera plus tard si jamais il y a un problème. Le souci, c'est que là, ça ferait appel à des transferts de comptes et malheureusement, c'est encore très compliqué et très long de transférer d'un compte d'un courtier à un autre. On voit des actionnaires qui vont attendre plusieurs mois pour pouvoir voir leur compte transféré. Pendant ce temps-là, potentiellement, ils n'ont pas accès sur leur épargne. Si jamais, justement, il y a beaucoup de volatilité en ce moment-là, ça peut être très, très frustrant. Donc moi, je conseille plutôt de partir sur de bonnes bases dès le début, de bien se renseigner sur les différentes offres des différents courtiers et faire la bonne sélection dès le début. Alors justement, moi forcément, j'ai envie de savoir comment on le trouve, ce bon courtier. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles sont les caractéristiques importantes? J'ai envie de dire, c'est pas facile, mais ça dépend. Ça dépend de ce qu'on recherche. Déjà, j'ai envie de dire, le bon courtier, c'est un courtier qui nous correspond. Par exemple, si vous voulez faire du Varan, des ETF, des produits dérivés, s'assurer que le courtier le fasse. Si vous voulez faire des actions françaises, ça serait peut-être mieux d'aller vers un courtier qui propose un PEA. Si vous voulez faire du Tesla, des actions américaines par exemple, il faut aussi s'assurer que le courtier le fasse avec un bon périmètre de valeur. Moi personnellement, j'aime bien aller rechercher la performance chez les PME ETI. Malheureusement, bon nombre de courtiers ne proposent pas d'offres de trading sur des valeurs à plus faible capitalisation. Bon, mais j'imagine qu'il y a quand même aussi cette question primordiale, celle des frais. Ça aussi, c'est une façon peut-être plus simple de choisir. Et là, encore une fois, c'est pas facile d'avoir toute l'information sur les frais. Faut regarder les frais, pas forcément pour mettre de côté les courtiers qui affichent des frais plus élevés. Importants, oui, plus élevés. Parce que moi, j'ai l'impression d'ailleurs que ceux qui affichent des frais un peu plus élevés que la moyenne, c'est souvent des bons courtiers avec des bons services et des modèles d'exécution qui sont très performants. Moi, je pense plutôt à aller essayer de regarder les frais qui seraient plus dissimulés.
Et ça, à l'inverse, c'est plus des courtiers qui vont se présenter comme étant gratuits ou avec des faibles frais. On peut se rendre compte qu'il y a des frais annexes sur, par exemple, certains types d'ordres, des frais au moment où vous allez retirer l'argent de votre compte. Si vous faites des valeurs américaines, vous allez potentiellement, j'ai bien potentiellement, avoir des taux de conversion qui sont mirobolants parce que justement, vous aurez des frais dissimulés dans la conversion euro-dollar, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Pourtant, Roland, quand on regarde, on a l'impression que finalement, on va dire en dehors des frais et de l'interface du broker, on a peut-être le sentiment qu'ils exécutent les ordres tous de la même manière, de la même façon. Et là encore. Et c'est sans doute pas le cas. Non, et c'est même un grand point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude de modalités d'exécution. Chaque broker exécute de manière totalement différente. C'est peut-être ce qu'il y a encore de plus complexe à comprendre, mais selon moi, c'est même ce qu'il y a de plus important parce que c'est là où finalement le courtier va se rémunérer le plus. C'est vraiment ce qu'on doit regarder pour le coup. Oui, parce que, alors, selon moi, ce que je considérerais comme étant un bon courtier, c'est tout simplement un courtier qui va transmettre l'ordre de son client au marché. Un marché étant un endroit où il y a une compétition des prix, de manière à s'assurer que votre ordre sera exécuté au meilleur prix parmi les prix proposés par différents potentiels contreparties. On pourrait penser que c'est une évidence et que tous les courtiers transmettent les ordres de leurs clients au marché. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. On a même, je dirais, une bonne moitié des courtiers qui vont plutôt transmettre votre ordre à un seul et unique partenaire, qui est une société de trading. Et là, en l'occurrence, quand ce partenaire va recevoir votre ordre, eh bien, il l'exécutera sans aucune pression concurrentielle. Donc, il exécutera ou pas comme il le souhaite, et surtout, il l'exécutera au prix qu'il souhaite. D'accord. Donc, généralement, il exécutera un bon prix pour lui, donc en défaveur de l'investisseur, et il va couvrir sa position, c'est-à-dire que si vous achetez un titre, il va le racheter sur le marché, au marché cette fois-ci, il va se faire une marge sur ce modèle-là, et sur cette base de la marge, il va rémunérer son courtier, et c'est pour ça d'ailleurs que le courtier peut se permettre de présenter des frais de courtage bien plus faibles. Moi, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, c'est pas grave, je vais passer des ordres à cours limité, comme ça, je suis sûr d'être exécuté au prix que je veux, et il n'y a pas de problème. Et alors, les cours limités, peut-être rappeler ce que c'est. C'est tout simplement des ordres où on va dire, je veux absolument exécuter à ce prix-là. À ce prix-là, voilà. Je veux 12,70 € pour cette action, et je peux donc quand il y a 12,70 €. On sera exécuté à 12,70 €. Voilà. Le problème, c'est qu'on a l'impression, parce qu'on a le contrôle du prix d'exécution, d'exécuter à un bon prix. Le souci, c'est que toujours sur ces modèles où il n'y aura pas de compétition des prix pour exécuter votre ordre, eh bien, la société de trading va juste attendre un petit peu plus longtemps jusqu'à ce que votre prix ne corresponde plus au prix du marché. D'accord. De manière, alors bien évidemment en votre défaveur et en la faveur de la société de trading, de manière à ce qu'il puisse toujours revendre sa position sur le marché, se faire une marge et vice-versa. C'est-à-dire que dans le cas d'une action que j'achèterais 12,70 €, c'est le moment où le prix va être beaucoup plus bas, c'est ça par exemple? Ou moi je vais la toucher à 12,70 €? Par exemple, ça peut être ça. Par exemple, et vous serez potentiellement content parce que vous avez exécuté à votre prix, sauf que le marché il a bougé et que finalement le prix à un moment donné qui correspondait à un bon prix selon vous, ne l'est plus. Ne l'est plus. Où est-ce que ça se trouve tout ça? C'est dans les petites lignes, il faut bien regarder. Justement, les courtiers sont, j'imagine, obligés d'expliquer comment ils se rémunèrent, donc il faut décortiquer les offres pour comprendre un petit peu tout ça? Oui, alors il y a quand même de la réglementation là-dessus. Donc en effet, les courtiers, ils ont pour obligation d'afficher, c'est ce qu'on appelle le RTS 28. D'accord. Donc ils doivent afficher sur leur site web, complètement. Le RTS 28. Ils doivent afficher donc leur solution d'exécution. Bon, après, il faut retrouver le document, il faut comprendre le document. Et une fois que vous avez le nom de l'intermédiaire d'exécution, de la plateforme d'exécution, c'est pas pour autant que vous comprenez véritablement bien comment ça fonctionne. Bon. Donc, c'est pas encore... pas la panacée, on va dire. C'est pas très, très limpide, disons. Ceci dit, on a entendu parler en ce moment, il y a une proposition des régulateurs qui vise à avoir un prix de référence en temps réel disponible à tout le monde. Et là, on se dit, tiens, c'est pas mal parce que finalement, ça devrait pouvoir agir un petit peu comme un juge de paix. Et apporter un peu de transparence. Et apporter un petit peu de transparence. Oui, alors je crois que vous faites référence au débat autour de... La Consolidated Tape. Qui est pré-trade. Donc l'idée est très bonne. Ça consiste
à fournir un prix de référence en temps réel, qui est censé être le meilleur prix d'exécution. Oui. Donc comment ça fonctionnerait? Donc c'est les régulateurs qui pensent à cette idée-là. Ça consisterait à ce qu'il y ait un professionnel de la donnée financière qui va collecter toute l'information de toutes les plateformes de trading, qui va les cumuler, qui va ressortir le meilleur prix et qui va ensuite le diffuser à toutes les plateformes de trading. Et comme ça, bien évidemment, elles savent en temps réel quel est le meilleur prix d'exécution. Dans la pratique, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour collecter ces données-là, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est totalement relatif. Ça va prendre quelques dizaines de millisecondes. Oui. Mais il faut quand même récupérer, généralement en fibre optique, l'intégralité des données financières de toutes les plateformes de trading, les consolider, ensuite retrouver ce fameux prix de meilleure exécution, et ensuite le rediffuser aux plateformes de trading pour qu'elles puissent garantir d'exécuter à ce prix-là. Donc certes, c'est le meilleur prix, mais c'est le meilleur prix retardé. Oui. Et le souci, c'est que quand vous êtes avec un courtier qui va transmettre votre ordre face à une seule et même société de trading, ces sociétés de trading, elles sont malheureusement beaucoup mieux équipées pour recevoir l'information beaucoup plus tôt. Ils sont équipés avec des systèmes micro-ondes pour recevoir en quelques millisecondes l'information. Et finalement, ils vont connaître le prix d'exécution avant vous. Pour faire simple, ils auront le choix d'exécuter votre ordre uniquement lorsque l'effet de latence sera à leur profit et donc à votre défaveur. Et finalement, le modèle restera exactement le même. Et la seule différence qui est plutôt négative, c'est que cette fois-ci, ces types de brokers, ils vont dire, nous, pour le coup, on assure la best execution. Puisqu'on a ce fameux prix d'équilibre. Exactement, parce qu'on exécute à ce prix en temps réel de meilleure exécution qui a été proposé par les régulateurs. Bon, c'est un aspect technique fondamental qu'on aborde finalement assez peu quand on parle de bourse. C'est important de le savoir. On pourrait se dire en même temps qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'éducation, les influenceurs financiers qui décortiquent tout ça, on est peut-être mieux informé quand on est un particulier. On peut se faire sa culture générale sur le net. Oui, c'est vrai, mais encore... Ou pas d'ailleurs. Ça devrait, dans le meilleur des mondes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Là, ces dernières années, on a vu de nouveaux acteurs, des courtiers très modernes, qui ont des plateformes très très simples. Un enfant de 10 ans pourrait l'utiliser, on dirait du jeu vidéo. Et même sur le marketing, la communication, ils sont énormément modernisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va voir sur TikTok, sur YouTube, un consultant trading, eh bien, on ne saura jamais si c'est véritablement un expert qui va faire une étude neutre, objective, et donc qui va partager sa conclusion de son étude, ou bien s'il s'agit tout simplement d'un placement de produit. Et le souci, c'est que faire la différence entre un YouTuber qui va présenter un classement des meilleurs brokers et qui va mettre en numéro 1 un broker dont il a récupéré une commission, c'est difficile de faire la distinction avec un autre expert ou même passionné qui partagera sa conclusion. Et malheureusement, j'ai l'impression que le placement de produit est de mieux en mieux dissimulé. Par exemple, l'autre fois, je regardais une vidéo, encore une fois, d'un consultant trading qui mettait en avant l'investissement programmé. Alors, c'est l'investissement programmé, donc mettre 100 un petit peu, une petite somme, par exemple, sur une valeur. Et ça semblait totalement objectif et de bons conseils. Mais c'est vrai que quand on sait, par exemple, qu'en France, il y a un broker principal qui offre de l'investissement programmé, on se dit, non, en fait, c'est du placement de produits. Attendez, Romain, l'investissement programmé, c'est bien, non? C'est ce qu'on conseille toujours à Boursorama. Donc les gens vont dire, vous racontez des bêtises. C'est une bonne idée en soi. Enfin, c'est juste un nouveau type d'investissement. Mais généralement, l'investissement programmé, ça nécessite des ordres en montant, c'est-à-dire des ordres en euros. Donc si vous mettez 100 euros par mois, vous mettez 100 euros par mois. Vous n'achetez pas 10 actions par mois. Tout à fait. Donc si vous voulez investir dans 100 euros d'une action XY, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné... Il y aura du fractionnement, c'est ça? Voilà, vous avez une fraction d'action. Et une fraction d'action, légalement, ça n'existe pas. Donc comment ça fonctionne? Les courtiers, ils vont trouver des moyens d'avoir une espèce d'illusion d'avoir négocié une fragmentation. Et là, encore une fois, on voit de multiples solutions. Et alors, ça va du pire au moins pire. On va avoir... Mais pas au bien, visiblement. Non, mais si, complètement. Ça peut être très bien. Mais on a des courtiers qui vont
finalement ne pas présenter des actions réelles, mais des produits dérivés qui vont suivre la valorisation d'une action. Donc là, le souci, c'est que vous n'êtes pas propriétaire d'une action, vous êtes propriétaire d'un contrat qui a été lancé par le courtier. Donc si le courtier fait défaut, eh bien vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout. J'imagine que pour les dividendes et tout, ça marche quand même. Et pour les dividendes, c'est la même chose. Parfois, certains arrivent à verser des fractions de dividendes pour cette fraction d'action. Mais après, il y a la question du droit de vote. Et là, en l'occurrence, une fraction de droit de vote, sauf erreur de ma part, légalement, c'est pas reconnu. Non. Bon, donc, si on devait retenir un petit peu en guise de conclusion vraiment les bons conseils pour se lancer dans un marché, on l'a dit, haussier, certes encore, mais avec sans doute moins de volume et un niveau qui est déjà assez élevé. Qu'est-ce qu'on retient? On retient déjà de choisir bien son courtier, de comprendre un petit peu comment il fonctionne quoi, sur le fond. Oui, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais courtier. Il y a le courtier qui correspond à notre demande. Donc déjà, avant de chercher son courtier, il faut savoir ce qu'on cherche à faire en bourse. Donc bien le sélectionner. Une fois qu'on l'a sélectionné, bien vérifier tout de même les frais qui peuvent être cachés potentiellement. Essayer, autant que faire se peut, parce que c'est pas facile, quelles sont les modalités d'exécution du courtier. Et après ça, une fois qu'on a sélectionné son courtier, déjà c'est une belle étape de fait. Et il s'agit ensuite de bien comprendre le marché et trouver les valeurs sur lesquelles investir. Et bien voilà, merci beaucoup Roland pour toutes ces précisions. Et moi j'aurais retenu quelque chose, le RTS 28, si vous voulez savoir la façon dont votre courtier se rémunère. Merci beaucoup Roland pour toutes ces explications. Merci beaucoup Laurent. Et voilà, c'est fini pour cette conférence, mais le programme continue sur Bourse Live, les rencontres 3e édition. On se retrouve dans quelques minutes avec Christophe Babule, directeur financier de L'Oréal. Restez avec nous, à tout de suite.